Voici une vidéo qui va être consacrée à un nouvel outil de la géométrie analytique dans l'espace, un outil très utile. Euh, un outil très utile dans la géométrie analytique dans l'espace. Alors, je vous rappelle que la géométrie analytique dans l'espace, c'est d'abord et avant tout un espace dans R3, puisqu'on est dans l'espace, hein, c'est un espace de R3, ou certains l'appellent E3, E cube, hein, E3 ou R3, peu importe, des éléments de R, ou des éléments... voilà, ici c'est plutôt des éléments de R. Quand je dis E cube, c'est des éléments de R. Donc c'est... on prend un élément de R, ensuite encore un élément de R, et encore un élément de R. Ça veut dire qu'on prend trois éléments pour former, un élément de l'espace. Par exemple une coordonnée d'espace, ou une composante de l'espace d'un vecteur. La composante d'un vecteur est aussi composante dans R3. Donc que ce soit les composantes vectorielles, ou que ce soit les coordonnées. Alors les composantes vectorielles, c'est un vecteur. Hein. Le vecteur, bon, ça provient d'un espace vectoriel. Hein. Alors que bon, ben, c'est un scalaire. Ben, là, le vecteur, bon, on a besoin d'une composante de R3, et le scalaire, ben, pour avoir une coordonnée, ben, c'est aussi une composante de R3. Alors, la géométrie analytique, bien sûr, il y a tous ces objets, les objets qu'on peut y inclure, comme la géométrie analytique dans le plan. Ben, on peut retrouver la base de la base. Bon, tout d'abord, c'est rien, c'est le vide. Le vide, c'est quoi? C'est R cube. Enfin, vide, c'est façon de parler. C'est que si vous n'avez aucun objet, aucun objet, mais vous avez quand même l'espace. Hein. On n'a pas un vide, on a l'espace. Voilà, on a un espace euclidien avec des propriétés existantes. Dans cet espace euclidien, ben, on peut avoir la présence d'un point, comme dans le plan, géométrie analytique dans le plan, on peut avoir la présence de deux points formant un segment, et on peut avoir la présence d'un segment, on peut avoir la formation d'une droite à partir de deux points, et donc on a une infinité de points à ce moment-là, parce que c'est tous des points qui se réunissent ben, en ligne. Et on peut avoir des courbes bon, qui sont des points qui sont non alignés. On peut avoir bien sûr des figures géométriques, des plans, des droites, des formes géométriques. Si on est dans le plan, on peut avoir des triangles, même dans l'espace, on peut avoir des triangles, etc., etc. On peut avoir toutes des formes géométriques et bien sûr des formes spatiales. Toutes sortes de formes spatiales. Et alors bon, si je vais dans GeoGebra, ici comme je suis en géométrie analytique dans l'espace, eh bien, on a la création, voilà, ici, on peut créer un point sur un objet, l'intersection, enfin, ici, c'est déjà des actions, hein, parce que le milieu ou le centre, c'est une action, une intersection, c'est une action, donc il faut des commandes derrière ça. Hein. Donc, d'ailleurs, l'informatique distingue bien les objets, des commandes et des actions. Les commandes, qui sont des fonctions, derrière ça, ce sont des fonctions informatiques codées des objets présents dans l'espace. Donc les objets présents dans l'espace, ça peut être un point, une droite, un système d'axes, ça peut être une figure géométrique, Et alors les formes qu'on peut avoir dans l'espace, ça c'est tous des objets, pyramides, prismes, et là cône, cylindre, tétraèdre. Ça c'est déjà des commandes qui font ça. Des extrusions, c'est des commandes. C'est pour ça que j'outrepasse ceci. Commande, le cône, le cylindre, le tétraèdre, le cube, etc. Et là, on peut avoir aussi la sphère. Voilà, ça, c'est des objets. C'est des objets. Donc, on a des objets. Et alors, on peut faire, bien sûr, des mesures d'angle, mesures de distance, mesures d'air, de volume, etc. Mais on peut faire des transformations de l'espace. Par exemple, une symétrie plane, une symétrie axiale, symétrie centrale, une rotation axiale, une translation, une homothétie. Donc, vous voyez, ça, ce sont des actions qui sont des transformations de l'espace. Ça, ce sont bon, des petits calculs relatifs à des angles, des distances, des airs et des volumes. Ça, c'est un objet qui est la sphère.
Et là, c'est différents objets. Et là, on a, bon, encore une fois, des objets qui sont des plans, plans passant par trois points, plan perpendiculaire. Attention que c'est déjà, voilà, une fonction qui peut faire un plan perpendiculaire. C'est une commande. Ça, c'est une commande. Plan parallèle, c'est aussi une commande. Alors, l'intersection de deux surfaces, ben, pour faire l'intersection, il faut passer par du calcul, donc c'est des commandes. Donc, voilà. Donc, vous avez soit... alors ici, on a cercle passant par trois mains, c'est un objet. Arc de cercle, c'est un objet. Arc de cercle créé par trois points, c'est un objet. Voilà, ellipse, etc., hyperbole, parabole, tralala, tout ça, c'est des objets. Polygone, c'est des objets. Voilà. Orthogonale, parallèle bisectrice, ça, c'est déjà des commandes. Parce qu'il faut faire des calculs. Donc, il faut faire appel à des traitements qui font ces calculs-là. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Hein. Vous ne voyez pas, vous n'allez pas voir ce qui se passe dans... Voilà, on fait un fond des commandes, mais vous faites qu'appliquer les commandes. Donc, peu importe comment ça a été programmé, c'est pas de votre ressort. Vous, c'est d'utiliser le logiciel. Et donc, tout simplement appuyer sur faire l'appel aux bonnes commandes ou appuyer sur le bon clic du bon endroit du menu pour aller chercher un objet ou établir une commande spécifique de transformation, par exemple d'un plan. Voilà, vous allez chercher symétrie plane. Pour ça, il faut qu'il y ait des objets avant de faire la symétrie plane, sinon il ne fera pas la symétrie plane. Donc tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ben, vous avez des objets, plan droite, forme géométrique quelconque, forme spatiale, forme planaire, forme spatiale. Bref, on peut mettre ce qu'on veut sur GeoGebra dans l'espace, enfin, et même dans l'espace mathématique, on peut y mettre ce qu'on veut. Et alors, on a tous des outils. On a des outils mathématiques, bien sûr, que les programmeurs ont utilisés pour, par l'entremise de fonctions et de commandes. Donc, vous n'avez pas à faire, si vous voulez, il y a de nombreux calculs, vous n'avez pas à les faire parce que c'est GeoGebra qui les fait. Par exemple, si vous allez chercher la droite parallèle à un plan, ben voilà, ça c'est une action qu'on peut faire. On peut faire beaucoup de choses. Aller chercher des diagonales, mesurer des surfaces, mesurer des aires, mesurer des volumes, retrouver des rapports segmentaires, former des équations de droite voilà, parallèles, perpendiculaires, étudier la position relative, mesurer des angles, créer des vecteurs, aller chercher un vecteur normal à un plan, aller chercher l'équation d'un plan, par exemple, passant par un point perpendiculaire à une droite, aller chercher des paramètres directeurs, des cosinus directeurs, l'angle de droite, l'angle de plan, distance d'un point à un plan, distance d'un point à un point, distance d'une droite à, à une autre droite. On peut avoir bon, voilà, l'angle entre une droite et un plan. La distance voilà, entre un point et une droite, ça je l'ai dit, mais voilà, on peut avoir l'aire d'un triangle, l'aire d'un parallélogramme. On peut faire des changements de base quelconque. Voilà, on peut voilà, avoir des plans perpendiculaires, des plans parallèles, rechercher des plans parallèles, perpendiculaires, des intersections, des points de percée, des plans de section. On peut faire beaucoup de choses en géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace, que ce soit dans l'espace ou dans le plan. Dans le plan, on permet de nombreux outils permettent de faire d'innombrables choses. Voilà, trouver des points de percée, etc. Bon, mais il y a un outil qui est très important et qui vient se greffer, je veux dire, aux nombreux outils que l'on peut utiliser en géométrie analytique dans l'espace, notamment aussi en géométrie analytique dans le plan, et qui viennent apporter une aide complémentaire aux innombrables outils que possède la géométrie analytique dans le plan
et la géométrie analytique dans l'espace. Mais ici, je suis plutôt en géométrie analytique dans l'espace, donc je vais plutôt me concentrer à la géométrie analytique dans l'espace. Et cet outil, bon, peut ramener parfois d'innombrables écritures par calcul, mais pas toujours. Il y a des problèmes où les écritures seront très faibles, enfin, on aura très peu d'écritures, et d'autres incluront des écritures innombrables. Innombrables. Donc tout dépendra du problème. Et cet outil, je ne vais pas aller par quatre chemins, je vais vous le citer tout de suite, c'est le faisceau. Ce faisceau, bon, on peut avoir un faisceau de droite, mais ici ce sera plutôt, je parle ici en tant que faisceau de plan. Faisceau de plan. Bon, il y a un petit souci d'écriture là, je vais recommencer tout ça. Alors déjà dans le mot plan, il y a S, hein, parce que c'est faisceau de plusieurs plans. Alors, un faisceau de plans est constitué bien sûr de plans. À la base, parce que c'est un faisceau de plans. Parce que si c'était un faisceau de droite, ben, on aurait des droites à la base. Mais ici, c'est un faisceau de plans, donc un plan, je vous rappelle que je peux écrire un plan pi1 a pour équation m1x plus n1y plus q1z. Enfin, je sais pas pourquoi je marque plus q1, c'est plus p1. Plus q égale 0. Bien sûr, pour que ce soit un plan, il faut absolument que l'on ait MNP1 différent simultanément de 0, 0, 0. Sinon, vous n'auriez pas un plan. Vous aurez une constante. Alors, je rappelle que M1, N1, MP1 appartiennent à R, tous les trois. Chacun appartient à R. Ce qui veut dire que ce sont des simples coefficients. Ce sont des M1, N1, P1 et même Q, je dirais, sont des coefficients. Ici, je vais même mettre Q1. Alors, un faisceau de plan, je ne peux pas faire ceci. C'est un paramètre qui multiplie un plan. Mais ici, je ne peux pas faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que ceci pourrait constituer un faisceau de plan? Non, parce que ça, c'est pas un faisceau de plan. Bien que ici, il y a un paramètre. Un paramètre, c'est quelque chose de... Voilà, c'est une grandeur qui est parfois variable et à un moment donné, on la fixe comme étant constante. Voilà, c'est ça, c'est un paramètre. Et quand est-ce qu'elle est constante? Mais quand ça nous sied, quand l'opportunité nous fait faire en sorte que on la fixe comme étant constante. Mais sinon, en général, elle est prise comme variable. Et à un moment donné, on la fixe comme constante. Mais les problèmes, justement, dans les problèmes, généralement, cette variable, ben, elle sera fixée en fin de compte par le traitement du problème. Bon, ce traitement de problème peut être soit court ou long, ça dépend du type de problème envisagé. Et les faisceaux de plan vont résoudre de nombreux types de problèmes qui peut paraître plus compliqués si on devait traiter autrement. Et donc le faisceau de plan est un outil qui vient venir, on va dire, pas simplifier les calculs, parce qu'on aura toujours du calcul, mais simplifier la façon de voir comment est-ce qu'on appelle ça, le traitement du problème. Et je vous prie de me croire que dans certains cas de figure, le faisceau de plan est le bienvenu pour traiter certains problèmes. Bon, maintenant, le faisceau de plan peut être utilisé pour d'autres problèmes, mais là, à ce moment, on ne l'utilisera pas parce qu'on fera le pour ou le contre. Est-ce que le faisceau de plan est nécessaire pour être utilisé alors qu'il créera, je veux dire, un certain nombre d'écritures, alors que d'autres manières peuvent être plus faciles au niveau des écritures? Bah oui, donc à ce moment, on n'écrira pas. Il y a de nombreux problèmes qu'on peut le faire avec les faisceaux de plan, mais on ne le fait pas parce que on a plus facile autrement. On aura moins d'écriture avec une autre méthode. Par contre, il y a des cas de figure où le faisceau de plan
est le plus à même à être apte à être utilisé, parce que il va grandement simplifier la manière de procéder, le traitement, et d'en aboutir à une solution euh, qui pourrait ne pas trouver de solution autrement que par les faisceaux de plan, hein. Bon, là, à ce moment-là, la meilleure façon de faire, c'est de passer par le faisceau de plan, et ce serait la seule solution pour trouver le résultat. Bon, c'est pas toujours comme ça, parce que généralement, en géométrie analytique dans l'espace, il y a plusieurs méthodes. Les méthodes, bon, il y a diverses méthodes qui peuvent accompagner un problème. Bon, maintenant, c'est chacun choisit sa méthode. Euh, Maintenant, je dirais que les plus simples sont les meilleurs, oui, mais pas toujours, parce que parfois, il y a des problèmes compliqués qu'on peut tout simplement mettre sous forme de programmation. Et c'est la programmation qui va nous aider. Bon, et donc là, oui, au départ, c'est compliqué à faire, mais en finalité, si on programme, que c'est toujours la même chose, ben vous programmez, vous allez avoir un résultat. Bon, si c'est à finalité de programmation, bon, peu importe s'il y a beaucoup d'écriture, hein, on arrive à une finalité, on encode la finalité, on n'a plus qu'à introduire les données, ça nous sera un résultat. Ouais, bien que le traitement, on s'en fout, on l'a fait qu'une fois. Ouais, il était compliqué, on l'a fait qu'une fois. Voilà. Donc il y a des traitements, oui, ils sont compliqués, mais ça mérite certains traitements. S'ils sont d'une lourdeur, on ramène bien sûr un autre outil qui est l'outil informatique qui va venir nous aider pour travailler, rendre les choses plus faciles, alors que le développement était compliqué. Alors, je vous disais, maintenant revenons au faisceau de plan. Je vous disais que un paramètre comme ceci et un plan ne suffit pas pour créer un faisceau de plan. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, ben, ça veut dire que je peux diviser par alpha dans chaque plan, bien sûr alpha étant différent de 0. Ben, ça revient au même plan, c'est un plan parallèle. Donc vous avez le même plan. Écrire 2x, que j'écrive 2x plus 4y moins 6z plus 4 égale 0, ou que j'écrive 4x plus 8y moins 12z plus 8, tout a été multiplié par 2, même le terme indépendant. Ça veut dire quoi? Ben, c'est le même plan, hein. C'est le même plan, vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas besoin. Voilà, c'est le même plan. C'est le même plan. C'est le même plan. Donc ce qui veut dire que l'écriture d'un faisceau de plan ne dépendra pas que d'un seul plan, mais il en faudra deux pour définir un faisceau de plan. Et donc le faisceau de plan, ce sera deux plans, on va dire, variables, qui seront à un moment donné fixes, et qui seront probablement, quand est-ce qu'elles seront fixées? Mais quand ce sera la solution du problème. Voilà, les paramètres seront, on va dire, fixes quand il répondra il répondra à certaines donnes du problème. Alors je viens de vous dire qu'il faut un second plan, parce qu'un plan ne suffit pas. Je vais définir un second plan pi2, et là j'ai toujours m2x plus n2y plus p2z plus q2 égale 0, bien sûr, toujours avec les mêmes conditions, c'est-à-dire m2, n2, p2, différent de 0, 0, 0. Et là, ayant ces deux plans, je peux les regrouper en une écriture qui va faire, voilà, la jonction des deux plans. La jonction des deux plans. Alors, comment faire cette jonction judicieuse des deux plans? Mais c'est de les lier par un double paramètre, enfin un paramètre par deux paramètres, c'est ça que je veux dire. Donc j'aurai alpha pi 1 plus bêta pi 2, bien sûr, pi 1 pi 2 étant les plans, alpha bêta étant
des valeurs de R carré différentes de 0, 0. Hein. C'est des valeurs de R carré. C'est-à-dire de chacun de R. Chacune des valeurs appartient à R. Et là, on a bien un paramètre alpha et un paramètre bêta. Et cette façon d'écrire, là, ça change toute la donne. Ça veut dire que c'est une combinaison linéaire et c'est comme si on avait tout va dépendre bien sûr ici si j'ai 3 et 2 et que j'additionne, ben, j'ai un nouveau plan. Hein. J'aurai toujours un nouveau plan. Vous allez voir que si j'obtiens toujours un nouveau plan, c'est la combinaison des deux qui fait qu'on a un nouveau plan. Parce qu'un seul, je vous ai dit qu'avec un seul, si j'enlève ceci, voilà, là c'est un plan parallèle, c'est toujours le même plan. Par contre, si je manipule avec un deuxième plan, la combinaison des deux fait en sorte que j'ai un nouveau plan. Et je vais vous le prouver maintenant. Voilà, le premier plan. Ça, c'est le plan pi1. Je vais multiplier par un coefficient. Jusqu'à présent, bon. Il faut attendre la finalité de l'écriture pour en discuter. Parce que bon. Donc là, je vais mettre d'abord alpha. Alpha appartenant à R. Ouais, le alpha, c'était plutôt bêta. Bêta, oui, alpha pi 1 plus bêta pi 2. Alors, ils sont toutes les deux différentes zéros. Et ça va expliquer une petite spécificité, cette fameuse 0, 0. Je vais vous montrer par après. Bon, je vais chercher celui-là. Bêta pi 2. Ça va être un outil qui va venir s'ajouter à tous les innombrables outils que j'ai déjà vus jusqu'à présent en géométrie analytique dans l'espace. Distance d'un point à une droite, distance d'un point à un plan, distance entre les positions relatives voilà, c'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les actions qu'on peut faire en géométrie analytique dans l'espace. Eh bien, ceci est un outil appréciable et judicieux à certains moments pour résoudre certains problèmes. Alors quand on ne pourra pas, il y a certains problèmes, on ne pourra pas passer par d'autres méthodes que passer par un faisceau de plans. Et c'est pour ça que je suis en train de voir ça. C'est parce qu'il y a certains problèmes, bon, il n'y a pas d'autre solution que... parfois, il y a des solutions, on peut le faire par le faisceau de plans ou on a d'autres choix. Alors on se pose le pour et le contre en se disant, bon, qu'est-ce qui est plus facile? Parce que le faisceau de plans va réduire les écritures, on va augmenter les écritures. Tout dépend, c'est par rapport à ça qu'on va discuter. Mais maintenant, si vous n'avez pas d'autre choix que le faisceau de plan, vous êtes obligé de passer par le faisceau de plan. Alors je vous ai bien dit que le alpha bêta appartenant à R carré, ce qui veut dire que je peux soit faire alpha, comme alpha, bêta sont différents de 0, 0, ils appartiennent tous les deux à R, ben, je ne suis pas obligé de mettre deux paramètres, je peux en mettre qu'un seul. Alors je fixe alpha égale 1. Si je fixe alpha égale 1, ben, j'aurai bêta. Ou si vous voulez, je peux faire alpha, bêta divisé par alpha. Hein. Je peux faire, comme il est différent de 0, soit je fais bêta différent par alpha, de alpha, là j'ai plus qu'un, ou alors je fais alpha divisé par bêta. Alors là j'aurai 1 ici, et là-bas j'aurai
alpha sur bêta. Et bon, si maintenant je dis que c'est bêta sur alpha, ben, j'ai plus qu'un paramètre qui est mu. Hein. J'aurai plus qu'un paramètre que je vais appeler mu. À certaines conditions, je peux avoir mu, un seul paramètre. À ce moment-là, j'aurai un là. Ou alors vous mettez mu ici, vous avez un là. Voilà. Et ça, c'est un très bel outil qui peut-être qui va nous aider. Et alors, bon, maintenant, je vais vous prouver ici qu'on a un plan. On a un plan. Alors, je vais prendre, par exemple, celui-ci, je vais le développer. Donc, on a alpha M1 plus bêta M2X. Ça commence déjà bien. Ensuite, on aura plus alpha N1 plus bêta N2 Y plus alpha P1, vous avez compris le jeu, bêta P2 Z, et le terme indépendant aussi, qui va dépendre aussi de alpha bêta, donc ce qui est plus, le terme indépendant c'est alpha, oui, si j'oublie Q1, donc voilà, Q1, 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 ouais, Q2 je l'ai mis de l'autre côté, alpha Q1 plus bêta Q2 qui est le terme indépendant égale 0. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'alpha? C'est un nombre réel. Qu'est-ce que c'est que M1? M1, c'est un nombre réel. Qu'est-ce que c'est que bêta? C'est un nombre réel. Qu'est-ce que c'est que M2? C'est un nombre réel. Donc vous faites alpha fois M1, c'est un nombre réel. Bêta fois M2, c'est un nombre réel. Et ceci, c'est un nombre réel. Donc c'est comme si vous aviez gamma 1 x, de nouveau un nombre réel ici que je vais appeler gamma 2 y, plus gamma 3 z, plus gamma, gamma 4, qui est une constante. Et ça, c'est l'équation d'un plan. Donc le faisceau de plan, si vous trouvez le faisceau de plans, tout d'abord, c'est une infinité de plans. Hein. C'est une infinité de plans. C'est une infinité de plans. Je dirais qu'il y a une infinité double de plans. C'est une infinité double de plans. Alors, maintenant, tout va dépendre. S'ils ont des points communs ou pas. Alors, si le plan pi1 et pi2 ont des points communs, alors ce plan passe par ces points communs et on a voilà, un plan. Le résultat, ce sera un plan, puisqu'à ce moment-là, ça veut dire que on a trouvé alpha bêta.
on a trouvé alpha bêta qui vérifiait l'équation du faisceau de plan avec un alpha fixé et un bêta fixé. Voilà. Et donc, je vous disais que si on a alors pi 1 c'est le plan 1, je vous rappelle. On a pi 1 et le plan pi 2. Voici les deux plans. Si pi 1 et pi 2 ont des points communs, alors ce plan passe par ces points communs. Faisceau de plan d'arête pi 1 inter pi 2. Voilà. On a un plan commun au plan pi 1, pi 2. On a un plan commun. Et ça, bien sûr, au travers d'un alpha bêta fixé. Là, il est fixé. Donc, c'est à ce moment-là que vous aurez voilà, une intersection de plans. Parce que le plan, si vous voulez, c'est comme si on avait deux plans. On a alpha, bêta. On peut prendre n'importe quelle valeur, puisque ce sont des variables au départ. Voilà, c'est un paramètre. Donc, alpha, bêta étant variable, à un moment donné, mais à un moment donné, il faut bien le fixer. Voilà, et la fixation sera quand on aura voilà, des points communs. Et ça, c'est le problème qui va fixer ces points communs. C'est le problème. C'est le problème qui dira si on a des points communs ou pas. Ou c'est le problème qui va, la résolution du problème qui va forcer à résoudre d'avoir des points communs. Par exemple, on doit chercher un angle. On doit chercher un angle. Le plan doit faire un angle donné. Ben, on va forcer, voilà, le plan pour avoir cet angle-là. Et donc, ça va me fixer mes paramètres alpha, bêta. De par l'angle connu entre les deux plans, je vais faire tourner deux plans et je vais faire en sorte que, à un moment donné, l'angle entre les deux plans fasse une certaine valeur. Eh bien, je vais aller chercher, voilà, le calcul, enfin, je ferai le calcul pour que je puisse trouver le alpha bêta. Et là le alpha bêta, au départ, il était variable, et puis en fixant un angle donné, ben, je trouvais avec alpha bêta fixé. Voilà. Et donc là, il y aura des points communs entre les deux plans. Bon, il n'y aura pas toujours des points communs, parce que si pi 1 et pi 2 n'ont pas de points communs, ça veut dire que ce plan est parallèle à pi 1. Et à ce moment-là, on aura pi 2 faisceau de plan parallèle à pi 1. Enfin, je disais, si pi 1 et pi 2 n'ont pas de point commun à ce moment-là, donc on est dans une deuxième configuration, si pi 1 et pi 2 n'ont pas de point commun, cette fois-ci ils n'en ont pas, ils n'ont pas de point commun, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire que ce plan est parallèle à pi 1, pi 2, et le faisceau de plan est parallèle à pi 1, pi 2. Donc le plan est parallèle à pi 1, pi 2, et le faisceau de plan est parallèle à pi 1, pi 2. Donc il y a une histoire de parallélisme. C'est pour ça qu'on ne trouve pas, il n'y a pas d'intersection de points, on ne trouve pas alpha, bêta. Donc ça c'est une manière de voir aussi si des plans, à travers des faisceaux, on peut voir si des plans sont parallèles. Donc, voilà, on peut voir si, par l'entremise des faisceaux de plans, si deux plans sont parallèles. Alors, pourquoi c'est judicieux? Parce que, normalement, ceci, c'est très judicieux parce que l'équation d'une droite
dans l'espace, l'intérêt des équations de droite dans l'espace n'est pas le même que l'intérêt des équations de droite dans le plan. Une droite dans le plan, ben, il y a une écriture des équations de droite dans le plan. Par contre, dans l'espace, les équations de droite peuvent être formalisées de plusieurs façons. De façon paramétrique, enfin vectorielle, bon, ben, généralement vectorielle, oui, d'accord, mais ce qui nous intéresse, c'est équation paramétrique coutumière, mais comme intersection de deux plans. Il y a la forme générale et la forme réduite, vue comme intersection de deux plans. Donc, ce qui veut dire que les faisceaux de plans ben, peuvent être utiles pour certains problèmes avec des droites. Parce que les droites, on peut faire intervenir des problèmes de... comment est-ce qu'on appelle ça, de plans, d'intersections. Les droites sont des intersections, peuvent être vues comme des intersections de plans. Et donc, faire intervenir la notion de faisceau de plans pour les droites. Donc, ça a une double utilité. Ça a de nombreuses utilités. Ça sera utile pour les plans, ces faisceaux de plans, mais ces faisceaux de plans seront aussi utiles pour les droites, parce que les droites peuvent être vues comme l'intersection de deux plans. Donc, vous pouvez me croire que ça va être très intéressant comme outil pour entrevoir beaucoup de choses. En tout cas, pour résoudre d'innombrables problèmes sur les plans et sur les droites. Sur les plans et sur les droites. Voilà, donc ça c'est un outil complémentaire. Hein. Donc, soit on a deux cas de figure, pi1 et pi2 ont des points communs, ou pi1 et pi2 n'ont pas de points communs. Si pi1 et pi2 ont des points communs, ça veut dire que le plan, quand je dis le plan, c'est le plan formalisé ici, c'est ce plan-là. Hein. Voilà. Je dirais jusqu'ici. Ouais. Voilà. Donc si pi1 et pi2 ont des points communs, il y a deux cas de figure. Hein. Soit il y a des points communs entre pi1 et pi2, soit il n'y en a pas. Et s'il y a des points communs entre pi1 et pi2, qui est la première configuration, alors le plan que vous voyez là passe par les points communs du faisceau de plan d'arête pi1 inter pi2. Maintenant, si pi1 et pi2 n'ont pas de points communs, alors là, à ce moment-là, ça veut dire que ce plan est parallèle à pi1, pi1, pi2. Enfin, il va être parallèle, s'ils n'ont pas de plan commun. Oui, c'est ça, parallèle à pi1, pi2. Et le faisceau de plan est parallèle à pi1, pi2. Il y a une histoire de parallélisme, c'est ça. S'il n'y a pas de point commun, il y a une histoire de parallélisme. C'est simplement ça. Donc, s'il y a des points communs, ça veut dire qu'il y a une séquence. C'est quelque chose de séquent. Quelque chose de séquent. Il y a un plan séquent par rapport au faisceau de plan. S'il n'y a pas de points communs, ça veut dire qu'il y a le plan est parallèle à il y a une histoire de parallélisme. C'est juste ça. De toute façon, je vais faire des exercices, vous allez voir où ça va apparaître et comment on peut voir les choses à travers des faisceaux de plan. Je vous remercie.